Nous sommes donc dans un moment décisif. La Russie est une menace, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi directement pour nous, pour l'Europe, pour la France, pour le peuple français. Je le répète, la Russie ne peut ni ne doit gagner. Que voudrait dire concrètement pour les Français une victoire de la Russie? Monsieur Attal s'inscrit dans la même pensée que son chef Macron. La Russie ne doit absolument pas gagner la guerre en Ukraine. Et pour cela, il explique les conséquences d'une victoire éventuelle de la Russie. Devant donc les députés réunis ce mardi pour voter l'accord conclu entre l'accord de sécurité conclu entre Macron et Zelensky le 16 février dernier donc à Paris, il a expliqué, en tout cas il a donné 7 raisons pour lesquelles la Russie ne devrait absolument pas gagner la guerre. Nous allons donc l'écouter et quand même tout simplement réfléchir pour se poser les bonnes questions qui me semble que les autorités ne se posent pas. Les gens parlent tellement de la guerre comme si c'est du football ou du... Voilà, ils ne connaissent pas la gravité, les conséquences terribles et d'une manière générale, en introduction, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de gagnant dans une guerre. Tout le monde est perdant. La Russie comme l'Ukraine, tout le monde perd d'une manière ou d'une autre. Mais jusqu'à quand, bien évidemment, voilà, la fin de, j'allais dire, je ne sais pas comment qualifier ça, mais jusqu'à quand les gens reviendront à la raison pour dire que la solution, c'est de discuter, d'aboutir, voilà, donc à la paix, de travailler pour la paix, au lieu des discours qui continuent donc à activer la haine, à activer la guerre. C'est quand même bien triste. Écoutons le Premier ministre avant de continuer. N'hésitez pas à aimer la vidéo et surtout à la partager. Et à la fin, me donner votre point de vue en commentaire. Nous allons donc revenir sur les points qu'il a évoqués juste après et nous aborderons également un autre gros mensonge qu'il a évoqué dans ses propos, parce que dans son discours d'environ 30 minutes, il n'a fait que dire des mensonges sur plusieurs points. Dans tous les cas, écoutons-le. Je ne parle pas ici seulement d'arguments moraux, de l'abandon d'une démocratie, de la trahison de nos valeurs. Je parle de conséquences concrètes qui pèseraient sur la vie des Français. Une victoire de la Russie, je le dis clairement, c'est la fin d'un ordre international fondé sur le droit et un blanc-seing donné à toutes les puissances animées d'instincts révisionnistes. Une victoire de la Russie, c'est le signal qu'attendent les régimes autoritaires pour sonner la fin de l'histoire des démocraties libérales. Une victoire de la Russie, c'est le danger constant des appétits insatiables, une sécurité européenne affaiblie, des cyberattaques qui se multiplient encore davantage jusqu'à pouvoir empêcher nos services publics de fonctionner. Une victoire de la Russie, c'est le risque de nouveaux conflits plus proches encore, plus menaçants encore, et de la prolifération à quelques centaines de kilomètres de nos frontières. Une victoire de la Russie, c'est la plus grande vague migratoire de l'histoire sur le continent européen. Des millions de réfugiés ukrainiens et des pays voisins qui craindraient désormais pour leur propre sécurité, qui se déplaceraient sur le continent européen. Une victoire de la Russie, c'est un danger direct pour notre sécurité alimentaire. La Russie et l'Ukraine, ce sont les 2 plus grands producteurs de céréales au monde. Si la Russie prenait le contrôle des céréales ukrainiennes, elle serait libre de faire monter les prix comme bon lui semble en réponse à nos sanctions, menaçant directement nos agriculteurs et le pouvoir d'achat des Français. Une victoire de la Russie, c'est aussi le risque de la panne énergétique généralisée. Nous avons réussi à tenir face au chantage gazier de la Russie. Mais si elle se trouvait en position de force, après l'avoir emporté sur l'Ukraine, elle serait en mesure de déstabiliser davantage encore le marché avec à la clé des factures d'énergie et des prix à la pompe qui exploseraient plus encore pour les Français. Je le dis clairement, la guerre a évidemment un impact dans la vie quotidienne des Français, mais une victoire de la Russie, ce serait un cataclysme pour le pouvoir d'achat des Français, une inflation alimentaire puissance 10, une explosion des prix de l'énergie puissance 10. La liste est encore longue. Je pourrais continuer longtemps à énumérer un à un les risques concrets, tangibles, directs d'une victoire de la Russie pour la vie quotidienne des Français. Dans un monde où la Russie gagnerait, les Français vivraient moins bien avec des aliments plus chers, de l'énergie plus coûteuse, une insécurité croissante. À nouveau, évidemment que cette guerre a un coût dans la vie quotidienne, mais ce coût serait décuplé sans commune mesure si la Russie l'emportait sur l'Ukraine. Le succès de l'Ukraine, c'est aussi l'intérêt des Français. Alors, mesdames et messieurs les députés, nous devons réagir. C'est pourquoi le président de la République a appelé ces dernières semaines
à un sursaut collectif pour aider l'Ukraine et pour éviter le scénario du pire. La Russie ne peut ni ne doit gagner la guerre. Alors, dans un esprit de lucidité, en veillant à refuser toute escalade, nous prenons nos responsabilités. Donc, d'après le Premier ministre, la victoire de la Russie signifierait cette chose: la fin d'un ordre mondial basé sur le droit. Sur quel droit? Sur quel droit? La fin d'une démocratie dite libérale, la démocratie à la française. Et donc, il faut la préserver, quel que soit le prix à payer. La fin, ou plutôt l'aggravation, donc la faiblesse de la sécurité européenne, puisqu'il dit que la sécurité européenne serait donc affaiblie. Ensuite, le risque d'un nouveau conflit plus proche de la France, la vague ou la plus grande vague migratoire de l'histoire, et un danger de sécurité alimentaire pour la France, le risque de la panne énergétique généralisée. Voilà les points qu'il a évoqués. Et je prends juste un exemple. Pour ce qui est de la vague migratoire, depuis le début de cette guerre, il y a eu des millions d'Ukrainiens qui ont été reçus donc en Europe et aussi en France en particulier aussi. Donc, et qui est à la base de cette guerre en réalité? Qui soutient, qui envoie des armes sur place pour bien évidemment donc permettre à ce que cette guerre dure depuis 2 ans? Qui est à la base de tout cela? Et quelles conséquences? Quand il parle de risque de panne énergétique généralisée et des conséquences, bien évidemment, donc dans la vie des Français. La vérité, c'est que les sanctions font plus mal aux Français que, j'allais dire, donc une éventuelle guerre ou plutôt une éventuelle victoire de la Russie. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de gagnant dans une guerre et on doit cultiver la paix. Les raisons sont donc telles, donc j'allais dire logiques ou plutôt suffisantes. Ces raisons, c'est cette raison. Il dit que la liste est longue, mais est-ce que ces raisons suffisent pour bien évidemment œuvrer à la ruine totale d'un pays? L'Ukraine, elle est détruite. Ce pays, j'allais dire, ce pays est détruit par la guerre et bien évidemment, donc si ça continue, on ne sait ce qui resterait encore de ce pays. Est-ce que ça suffit? Ces raisons justifieraient donc d'amont encore des milliers de personnes et des Français qu'on veut envoyer, puisque Macron veut envoyer des troupes voilà, au sol, qui vont bien sûr donc être tuées. Est-ce que la vie humaine ne vaut-elle pas voilà, donc, plus que ces raisons qui ont été évoquées? Est-ce que la vie humaine, le fait de chercher à préserver la vie humaine ne doit pas donc prévaloir pour bien évidemment pousser les gens à la table de négociation avant que les choses ne s'empirent? C'est bien triste. La question que moi je me suis posée: quelles sont déjà les conséquences de la recherche de la victoire de l'Ukraine depuis le début de cette guerre? Elles sont innombrables, ces conséquences sont innombrables. Si évidemment on n'était pas dans la pensée de dire, voilà, il faut donc vaincre la Russie, voilà, l'Ukraine peut donc gagner la guerre, il faut armer l'Ukraine, cette guerre prendrait fin depuis longtemps, n'est-ce pas? Et donc les conséquences sont énormes et les Français continuent à en souffrir. Vraiment, il me semble que les autorités françaises ont perdu leur tête, ils perdent leur tête totalement, ils ne réfléchissent plus, ils continuent à croire que, ben, voilà, donc les Français ou la population peut donc bien sûr, voilà, être ignorant des réalités, on peut donc continuer à mentir à la population. Il y a cette citation d'Abraham Lincoln, je crois, non, qui disait: on peut tromper une partie du peuple tout le temps, et tout le peuple une partie de temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. On ne peut pas. La vérité finira toujours par triompher. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez par rapport à ces raisons évoquées que moi j'estime absurdes, totalement absurdes. En tout cas, un autre mensonge que donc évoqué dans les propos du Premier ministre, voilà, c'est par rapport donc à la ruine de l'économie, voilà, l'économie russe, puisque c'était l'objectif de départ. Il faut faire donc bien évidemment, il faut créer une crise totale de l'économie en Russie. Donc, je crois c'est un ministre français qui parlait du fait qu'on va mettre à genoux l'économie de la Russie. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est la réalité? Écoutons-le. Mesdames et messieurs les députés, j'ai évoqué notre soutien politique, humanitaire et militaire, mais notre soutien s'est également incarné au niveau européen. Je le disais, la réaction de l'Europe a été immédiate et puissante. Nous avons d'abord agi pour sanctionner la Russie. Nous en sommes à 13 paquets de sanctions, tous adoptés à l'unanimité des États, qui frappent l'économie russe au cœur et l'affaiblissent de manière profonde et structurelle.
l'économie russe s'est-elle réellement affaiblie? Est-ce que l'économie russe s'est-elle réellement, donc, est-elle en crise? Il me semble que c'est le contraire et que les vrais perdants de cette guerre sont des Européens. Удивительный результат. Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему, по объему экономики в целом первый в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли 5-е место в мире. Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе номер 1. Япония, так же как многие европейские экономики, это высокотехнологичные экономики. И по паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу. Но на душу населения нам еще надо стараться. Поэтому здесь есть над чем работать. Но, как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул. Наоборот, более того, кратно расширились возможности для российских предпринимателей. Они активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают новые, в том числе экспортные направления. В результате вся экономика двигается вперед. Parfois on se rassure, puis parfois on s'inquiète. Et là, quand on se compare aux Américains, sincèrement, il y a des raisons de s'inquiéter. La croissance aux États-Unis, c'est 4,9% au troisième trimestre, contre 0,1% pour l'Union européenne. Par exemple, l'écart de PIB entre l'Europe et les États-Unis, c'est 80%. L'Europe, elle a décroché, Christine Lagarde. Un autre exemple qui peut peut-être parler aux gens qui nous regardent ce soir, quel est le lien entre la France et l'IDAO ? Eh bien, la richesse de la France, c'est celle du 48e État américain. On a l'impression que l'Europe a perdu cette bataille. Oui ou non? Non, je ne pense pas. De toute évidence, il est clair que les pays européens donc, souffrent, voilà, en tout cas, ils ont le plus souffert des sanctions absurdes, qui sont totalement absurdes, hein, voilà, imposées à la Russie, puisque que ce soit au niveau de l'énergie ou encore, voilà, donc, du pouvoir d'achat des Français, autres, dans tous les cas, il me semble que les conséquences, voilà, sont énormes pour l'Europe. Et donc, parce qu'on sait qu'on n'a pas réussi à vaincre la Russie côté économique, les sanctions n'ont du tout pas marché, et donc il faut maintenant l'attaquer, voilà, frontalement. Ce qui est vrai, si tous les pays de l'OTAN s'unissent, évidemment, la Russie aura du mal à pouvoir tenir face donc à plus de 50 pays. Donc, et donc, la solution, c'est d'aller sur ce terrain pour, bien évidemment, finir totalement avec la Russie. Et ce qui fait le plus mal, c'est que la Russie est le seul pays à pouvoir encore aujourd'hui s'opposer ouvertement à la civilisation, j'allais dire, donc, européenne, occidentale, une civilisation qui est une dégénérescence totale, d'accord? Donc, bon, bref, on ne va pas en reparler, on en avait déjà parlé dans une vidéo ici. Je voulais donc entendre votre avis par rapport à ça. D'une manière générale, il me semble que les gens ne réfléchissent plus, malheureusement. Et il n'y a pas, encore une fois de plus, voilà, une victoire dans une guerre. La guerre laisse toujours des cicatrices. Et tant qu'on peut l'éviter, il faut œuvrer davantage donc, pour la paix. Il faut œuvrer pour la paix. Les hommes ne veulent pas réaliser cela. Puisque de toutes les façons, de toute évidence, la finalité de cette guerre, c'est qu'on va discuter. Pourquoi ne pas donc maintenant, voilà, accepter la discussion? Poutine, lui, il est prêt pour la discussion. Il a même dit récemment, donc dans un dernier entretien qu'il a accordé, il a dit clairement qu'ils sont prêts pour la discussion, mais qu'il faut que ce soit des négociations sérieuses, des négociations honnêtes et dans la vérité, dans la sincérité, ce qui n'a malheureusement pas caractérisé donc les précédentes négociations. On espère que ce sera le cas dans les jours à venir. Nous avons préparé, sommes-nous prêts aux négociations? Oui, nous sommes prêts, mais pas sur des négociations qui seraient basées sur, comment dire, donc quelque chose d'irréel, mais sur les réalités qui sont sur le terrain, sur les réalités du terrain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à de nombreuses reprises, on nous a fait des promesses. On nous a promis de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est. Ensuite, maintenant, on le retrouve à nos frontières.
On nous avait promis que le conflit à l'intérieur de l'Ukraine serait résolu par des moyens pacifiques, avec les ministres, avec la France, la Pologne et l'Allemagne. Il y a eu des garanties de sécurité. Et puis juste après, il y a eu le coup d'État. On nous a promis de respecter les accords de Minsk. Et après, ils ont dit publiquement qu'ils n'avaient jamais eu l'intention. Que c'était simplement fait pour gagner du temps, pour permettre au régime bandériste de se réarmer. Donc, aujourd'hui, mener des négociations parce que les munitions se terminent, il n'y a plus de munitions. Mais non, cela dit, nous sommes prêts à des négociations sérieuses. Et nous voulons résoudre tous les conflits, y compris celui-là, par des moyens pacifiques. Mais nous devons comprendre de manière claire. Il faut bien comprendre de manière claire que ce n'est pas une pause pour permettre de se réarmer, mais il s'agira d'une négociation sérieuse avec des garanties de sécurité pour la Fédération de Russie. Et nous savons, de quoi il s'agit. Nous savons qu'on essaye de nous convaincre que le moment est venu. Mais je le répète, nous voulons une solution de tous les litiges, y compris celui-ci, par des moyens pacifiques, et nous y sommes prêts. C'est ce que nous voulons. En tout cas, que la paix vous soit accordée. À bientôt pour la suite de nos analyses.